Bonsoir Christophe, direction la Gironde ce soir pour rencontrer Monsieur Christophe Basson à l'occasion de ce 14e Alloseki et 23e jour de confinement. Alors Christophe, pour faire un bref rappel de ton palmarès, tu as été cycliste professionnel de 1996 à 2001 et tu as arrêté prématurément ta carrière en 2001, on y reviendra tout à l'heure. Depuis, tu as fait du trail, tu fais du VTT, mais tu es aussi intervenant auprès des jeunes pour la FLD et pour le ministère des Sports. Aujourd'hui, tu es à Bordeaux, en famille, je suppose. Comment se passe ton confinement ? Bon, assez bien, hein, je crois, parce que nous, on a la chance d'être sur Bordeaux, mais d'avoir du terrain, d'avoir plein d'installations, de pouvoir sortir. On est en famille, donc avec Pascal et 2 enfants. Eux, ils font leurs cours via Internet. Moi, je suis en télétravail. En télétravail 3 jours par semaine, et après, je pose 2 jours de congé par semaine. Et voilà. Et puis, bon, la chance, laquelle, c'est qu'à côté, on a une salle de sport, puisque Pascal est coach sportif. On a une salle attenante à la maison, avec tous les appareils cardio et tout ce qu'il faut pour travailler. Donc, voilà, je ne suis pas à plaindre. Alors, j'avais vu que tu avais quitté la FLD en fin 2019. Est-ce que tu peux revenir sur la raison qui t'a poussé à quitter cette institution? Et aujourd'hui, quel est ton rôle dans la lutte antidopage, si tu en as toujours un, et quel est ton rôle au ministère d'autre part? Oui, mais jusqu'au 31 décembre, en fait, l'année dernière, en 2019, j'avais 3 principales missions. C'est la lutte contre le trafic de produits dopants, la prévention des conduites dopantes. J'en faisais pas trop, mais je l'avais quand même. Et ensuite, la mise en place des contrôles antidopage pour la FLD, la lutte contre le dopage. Et là, on m'a demandé de faire un choix, en fait, au 1er janvier. Soit j'étais à 100% pour la FLD, mettre en place que des contrôles antidopage, soit être à 100% pour le ministère, à faire de la lutte contre le trafic de produits dopants et de la prévention. Alors voilà, donc à la FLD, c'est vrai que j'y mettais plus trop de sens, faire que du contrôle et tout. Au bout d'un moment, voilà, c'est pas quelque chose qui m'animait vraiment, alors que la prévention est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et après, la lutte contre le trafic de produits dopants aussi, puis j'ai mis en place pas mal d'actions et tout, et de relations avec les procureurs, les douanes, police, gendarmerie. Et donc là, j'ai trouvé intéressant de continuer. Donc j'ai fait ce choix de laisser tomber la FLD pour me consacrer à 100% pour des missions du ministère. Alors, on a vu depuis plusieurs jours que tu partageais des entraînements sur ta page Facebook. Je t'ai contacté d'ailleurs à ce sujet ce week-end. Est-ce que toi, tu es sur Zwift? J'ai vu que tu faisais beaucoup de home trainer. Est-ce que c'est aussi une pratique qui peut être intéressante dans cette période de confinement pour préparer la saison de trail, ou est-ce qu'on peut la considérer juste comme un entretien au niveau endurance et puis un peu de travail de cardio en même temps? Ouais, moi, je pense que c'est quand même un bon moyen, honnêtement. Il faut savoir que moi, cette année, j'avais prévu de faire une grosse saison de skyrunning, notamment, course de montagne. Et moi, je prépare même une semaine type. Pour moi, c'est 5 séances vélo et une séance course à pied, avec également une séance complémentaire en termes de peut-être proprioception, gainage, etc. Mais moi, je prépare beaucoup sur le vélo et notamment sur wet bike, sur ergomètre, en fait, sur home trainer. Parce que déjà, c'est beaucoup moins traumatisant de travailler sur le vélo que plutôt que courir. Après, c'est bien spécifique parce que moi, je suis très axé course de montagne, gros dénivelé, skyrunning, des courses où il faut de la vitesse, des courses trail, nature, course nature. Je pense que c'est plus embêtant de travailler sur l'entraîneur. Par contre, l'avantage de l'entraîneur, tu travailles la puissance, tu travailles tout ça, et sur le plan cardio, tu travailles super bien. Tu es super bien guidé, beaucoup moins traumatisant. Alors, c'est vrai que moi, je travaille en spécifique, donc ça m'intéresse beaucoup et j'ai toujours fait comme ça. Après, je vois beaucoup de gens qui se mettent actuellement sur home trainer et notamment sur Zwift dont tu parles. Moi, personnellement, c'est pas ce qui m'attire parce que là, il y a une coupure, c'est-à-dire au confinement. Je suis pas, ça m'embête pas tant que ça de ne pas avoir de course, de ne pas avoir de confrontation. Moi, j'ai mes bases sur mon watt bike, j'ai mes bases de progression. Je me fais plaisir à faire du spécifique, à me faire mal. Je continue toujours autant de plaisir à pratiquer. J'entends plein qui disent, mais je vois pas pourquoi je m'entraîne, j'ai pas d'objectif. Moi, mon objectif, c'est toujours le même, en fait. C'est progresser en permanence ou rester en forme. Je sais pas comment je dois le voir. Mais bientôt, c'est plutôt comme ça que je vais le voir. Mais par contre, Swift, moi, ça m'inquiète pour certains parce que ça peut te cramer facilement. Parce qu'ils font des courses tous les jours. Et il faut savoir qu'une course, c'est pas ce qui te fait progresser si tu en fais trop. Quand tu veux travailler un seuil aérobie en aérobie, tu dois travailler juste en dessous du seuil pour bien le faire progresser. En course, souvent, tu es bien au-dessus et finalement, tu as plus tendance à te fatiguer, à régresser qu'à progresser. Donc, une course de rythme, 1 fois par semaine, 2 fois, c'est bien. Mais plus, je pense que c'est beaucoup trop.
Donc, ceux qui verront cette vidéo pourront aller voir aussi les conseils que tu donnes sur ta page Facebook Christophe Basson. Je voudrais revenir aussi à un moment de ta carrière, puisque tu as été cycliste professionnel. C'est vrai qu'on n'a pas tous les jours des cyclistes pros dans le monde du trail. Je vois actuellement les rediffusions sur la chaîne L'Équipe de la période 97 et un peu après, la période qu'on connaît tous, qui n'est pas forcément la plus glorieuse. Est-ce que tu penses que ça serait être dupe aujourd'hui que croire que le dopage a disparu après ces années noires que toi, tu as connues? Ouais, non, il a pas disparu. C'est pas le même, en fait. C'est vrai qu'à l'époque, on faisait ça en toute impunité. Les mecs, ils faisaient comme ils avaient envie, quand ils voulaient. Et quand je vois, là, c'est vrai, le Tour 97, j'ai vu quelques images. Toute l'équipe Festina devant, ils se retrouvent. Il y a un groupe de 20, il y a 7 ou 8 Festina encore qui roulent. Bon, après, je dis pas que j'étais plus chargé que les autres, hein, parce que globalement, tout le monde à cette époque-là y était. Non, je me demande pourquoi on montre ces images, en fait. C'est là que je ne comprends pas pourquoi on arrive à être toujours, parce qu'on est toujours autant dans l'hypocrisie, en fait. Quand on voit ce qu'on sait aujourd'hui et ce qu'on voit à la télé, c'est dur, en fait. Moi, ça me fait pas mal de le regarder, ça me fait même beaucoup sourire, parce que cette équipe Festina qui dominait, j'étais à l'intérieur, je savais exactement ce qui se passait, je connaissais toute la préparation qu'ils avaient fait avant pour faire ce Tour de France, et toute la pression, les ambitions qu'avaient Virenque et tous les autres. Donc, ça me fait sourire, mais ça m'attriste aussi, parce que finalement, voilà, on est toujours dans ce côté hypocrisie qui me gêne beaucoup. Voilà, ça c'est un côté. Ensuite, par rapport à aujourd'hui, aujourd'hui, sur les mentalités sont toujours un peu les mêmes. Hein, il faut gagner, de toute façon, il n'y a pas photo, donc il faut être premier. Il faut gagner un Tour de France, c'est 20 jours, 21 jours, sans avoir de coups de moins bien. C'est ça qui m'inquiète toujours, c'est que là, on voit des coureurs qui, à la fin du tour, sont toujours aussi rapides qu'en début. Après, gagner une étape en costaud, moi, je dis que c'est possible. Je dis que c'est possible sans dopage, on peut être clair et gagner une étape en costaud, mais de là être bon pendant 21 jours, c'est plus compliqué. Et est-ce que la période là, qui justement est différente pour beaucoup de coureurs dans le monde, certains arrivent à s'entraîner tous les jours, on voit sur Strava des séances de 150-200 km, pendant que d'autres font des lives Instagram sur leur home trainer un peu partout en France. Est-ce que c'est une période qui est plus compliquée pour la lutte antidopage et qui est une période aussi plus propice pour certains pour se doper? Compliqué pour la lutte antidopage, oui, c'est compliqué. Difficile de mettre en place des contrôles, d'une part par le fait du confinement et de la distanciation sociale, et d'autre part parce qu'il n'y a plus d'entraînement quasiment, donc c'est compliqué d'aller contrôler. En sport co, par exemple, c'est plus possible. En cyclisme, si, tu peux toujours aller à domicile, donc ça c'est toujours possible d'aller les contrôler à domicile, tout dépend où ils se trouvent. Après, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que la majorité des préleveurs sont avant tout des gens du corps médical et donc occupés à d'autres tâches évidemment bien plus importantes actuellement. Donc ça, c'est un peu une inquiétude. Mais d'autant plus que il y a certains, ça peut leur donner de mauvaises idées ou de bonnes idées. Enfin, ça dépend de quel côté on le regarde. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a du dopage qui, à mon avis, ne me paraît pas du tout intéressant en ce moment, notamment le dopage tel qu'à le PO ou des choses comme ça, pour gagner en hématocrite, parce que pour être plus performant dans 2 semaines, ce n'est pas utile. Par contre, il y a d'autres dopages pour gagner de la force, de la masse musculaire, des choses comme ça. Et donc, ce n'est peut-être pas le cyclisme le plus concerné, je pense. Où là, par contre, ça peut être un peu plus inquiétant parce que c'est des produits qui sont difficiles à retrouver. Et partir du moment où tu as pris une masse musculaire, tu la gardes, dont le corps a une mémoire. Par contre, en cyclisme, moi, mon souci aujourd'hui, c'est que je pense que la crainte de beaucoup de cyclistes aujourd'hui professionnels, c'est la prise de poids. C'est la prise de poids, rester en forme, parce que c'est l'obsession, le poids avant la prochaine Tour de France. Et pour l'instant, il reste dans l'idée qu'il y aura le Tour de France. Donc, quelle est la démarche d'un cycliste aujourd'hui pour ne pas prendre de poids, éventuellement en perdre et ne pas perdre de masse musculaire? Et là, on sait que malheureusement, il y a certains produits qui peuvent éventuellement être efficaces là-dessus et qui sont très, très difficiles à détecter. Donc, est-ce que voilà, des personnes mal intentionnées auront toujours des solutions pour le faire? Et c'est vrai que c'est une période actuellement qui est plus où le risque de se faire contrôler est tout de même moindre. On va revenir à 1999 parce que je pense que c'est un fait marquant dont les plus anciens, maintenant comme moi, se souviennent. Tu avais placé une attaque et un certain Lance Armstrong était venu te voir en te demandant quoi? Ouais, en fait, c'est que depuis le début du tour, moi, je dénonçais le dopage en fait sur ce tour parce qu'Armstrong dominait le tour et c'était l'après 98.
Et je m'étais mis à dos tout le peloton, en fait. Plus personne ne me parlait. C'était les lendemains de l'étape de Sestrières. On redescendait, on démarrait de Sestrières, on descendait. Et j'ai appris par le mécano qu'en fait, il avait été décidé dans le peloton, parce que l'étape de la veille avait été sous la pluie, très difficile, on faisait 200 km tranquille et que tout le monde se faisait la guerre dans la dernière remontée qui était l'Alpe d'Huez de tête. Et j'ai appris ça par le mécano parce que personne ne me parlait en fait dans le peloton. Et donc, par provocation, en fait, j'ai attaqué dès le drapeau baissé. Et je savais que, bien sûr, ça allait gueuler derrière. J'ai entendu gueuler en fait, dans le peloton. J'ai fait toute la descente au taquet. Et j'ai roulé en bas pendant 2-3 bandes sur le plat jusqu'à ce que le peloton me reprenne. Et je me retourne et qui roulait derrière, c'est l'équipe d'Armstrong et mon équipe à moi, la FDJ, qui rentrait pour me rentrer dessus, qui roulait pour me revenir dessus. Et là, Armstrong est arrivé, il m'a attrapé par l'épaule, violemment d'ailleurs, pour montrer que c'est le patron, en me disant que ce que je disais n'était pas vrai. Je faisais du mal au cyclisme, que le vélo d'aujourd'hui, c'était pas ça. Et que si j'étais pas content, il fallait que je rentre chez moi en terminant par un joli fuck you. Donc voilà, c'était un peu la manière de se montrer en tant que patron. Ce que je rajouterais à ça en même temps, c'est que lorsqu'il a fait ça, tout le monde a applaudi dans le peloton et tout le monde m'a gueulé dessus. Donc voilà, lui, il est venu me dire ce que tout le monde pensait en fait. Ouais, c'est effectivement pas ce qu'il y avait de plus glorieux, mais bon, on a connu la suite après, et justement cette suite, on a connu les aveux de Lance Armstrong et puis ses condamnations diverses. Toi, tu l'as rencontré, je crois, fin 2013, en décembre 2013 sur Paris. C'était une rencontre qui, moi, m'avait énormément surprise, parce que c'est vrai qu'on avait souvent parlé de cette aventure et de ta carrière. Est-ce que c'était une forme de rencontre pour avoir que tu le pardonnes, en fait, un peu de ce qu'il t'avait fait sur ce tour, et qui, en fait, quelque part, il avait un petit peu brisé ta carrière, non? Briser ma carrière, c'est sûr que c'est moi, de par mes positions, qui ai brisé ma carrière. Ou c'est les autres parce qu'ils se sont dopés, mais au final, ça m'a fait grandir. Donc, de tout ça, moi, j'en prends que du positif. Honnêtement, tout ce qui s'est passé, si j'étais à refaire, je referais la même chose. Après, Armstrong, en 2013, oui, il a voulu me rencontrer. C'est lorsqu'on a appris qu'il était dopé. Et il a voulu me rencontrer pour s'excuser auprès de moi. La première de mes réactions, ça a été de refuser, parce que je me suis dit, il veut se refaire une image, etc. Et après, je me suis dit, non, finalement, en termes de prévention, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que je peux montrer que les choix à court terme sont parfois pas les bons et qu'il vaut mieux faire des choix à long terme. Lui a fait un choix à court terme, gagner le tour, gagner 7 tours pour être connu. Moi, j'avais fait un choix à long terme, c'est-à-dire être capable de m'estimer, que mes enfants, ils me connaissent tel que j'étais, pas dans le mensonge, etc. Et là, finalement, le plus heureux, c'était moi. Donc, j'ai dit, ben ouais, je vais le rencontrer. Et là, lorsqu'on s'est vu, ouais, il a voulu s'excuser. J'ai dit que non, il n'avait pas à s'excuser parce que à l'époque, il m'a fait ce qu'il avait fait. C'était pas pour me faire du mal qu'il avait fait, c'est pour se faire du bien à lui. S'il avait décidé de se doper, c'était pour se faire du bien, c'est pas pour me faire du mal. Et là, il était obligé de se sauver. C'est pour ça qu'il est venu me voir, me faire peur pour que je quitte le tour. Et c'est pas mauvaise intention vis-à-vis de moi. Donc j'ai dit non, t'as pas à t'excuser. J'ai dit juste que voilà, moi c'est comme ça, c'est des faits. Moi je t'en veux pas du tout. Mais vous voyez, après les discussions ont continué parce qu'il était en plein procès. Et moi, j'avais dit, mais finalement, pourquoi finalement les 90 millions qu'on te demande aux États-Unis, pourquoi tu ne les donnes pas et tu reviens à une vie tranquille comme la mienne? Et là, il me répond, il me dit, mais tu sais, moi, j'en veux pas, je ne me vois pas offrir à mes enfants et à mon épouse aujourd'hui une vie banale comme la tienne. Il me dit, j'ai l'habitude de leur payer des vols en hélicoptère, j'ai l'habitude de leur payer tout ça et je ne me vois pas leur apporter ça aujourd'hui. Et là, on a discuté. Moi, ça ne m'a pas surpris, ça ne m'a pas choqué. J'ai dit, mais tu sais, aujourd'hui, moi, je n'ai pas de regrets, je suis heureux, j'ai plein de projets. Je lui dis, fier et toi. Et c'est là qu'il sort une photo, en fait, de sa chemise. Il me montre sa famille, ses enfants et son épouse. Il me dit, ben, je suis heureux. Voilà. Et c'est tout ce qu'il disait, en fait, en me montrant sa famille. Et je voyais bien qu'en lui, il n'avait pas de projet, il avait, voilà, un mal-être, quoi, que moi, je n'avais pas, en fait. Moi, j'étais le plus heureux, en fait. Et d'un côté, voilà, et avec du recul, avec toute cette discussion qu'on a eue, parce qu'après, on a discuté pendant 3 heures quand même, je me dis que peut-être à cette époque, ouais, s'il y avait une chose que je referais peut-être, c'est être moins violent dans mes propos. C'est à l'époque, quand j'ai dénoncé le dopage sur ce tour, ben, finalement, quand les gens m'écoutaient, les autres m'écoutaient, les autres coureurs, ils voyaient le mal qui était en eux. Et ça, je pense que je leur ai fait plus de mal parce que finalement, certains peut-être se dopaient pas avec plaisir. Ils se dopaient juste pour gagner leur vie et finalement conserver un métier parce qu'ils avaient rien d'autre à côté. Donc voilà, mais aujourd'hui, ça me permet, ça m'aide, ça m'a appris. Et tout ça, je m'en sers pour faire tout ce qui est la prévention parce que
Ça, c'est la prévention, contrairement à ce que beaucoup font, plutôt que dire il ne faut pas le faire, critiquer, etc., dire c'est dangereux pour la santé. Il faut d'abord chercher à comprendre pourquoi la personne le fait. Et c'est à partir de là où tu commences à construire une prévention. Parce que la pire des préventions, finalement, c'est jeter le discrédit sur le produit dopant et la personne qui le consomme. Donc l'idée, c'est essayer de comprendre pourquoi la personne le fait pour aller à l'encontre de ça. Super message, en tout cas, Christophe. Merci beaucoup, parce que je pense que beaucoup peuvent en tirer des enseignements. Et puis, c'est un sacré courage que tu as eu. Et je pense qu'effectivement, tu en es sorti grandi de tout ça. Ouais. Je te remercie. On espérera se revoir bientôt, j'espère sur les sentiers du Pays Basque. Je sais que tu vas souvent à la Skyrun, donc en septembre, j'espère que ça jouera. Dans les Alpes. Dans les Alpes. Merci beaucoup, Christophe, et puis avec plaisir. À bientôt. Avec plaisir. Ciao.